Diète et Gourmand, le podcast. Tu vas te rendre malade avec tes régimes à la con. Salut à tous et bonjour pour un nouvel épisode de Diète et Gourmand, le podcast qui parle de notre rapport à l'alimentation. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très très important à mes yeux, qui est de mieux comprendre son corps. Pourquoi ? Parce que quand on veut agir sur sa santé et qu'on veut par exemple manger plus sainement, il faut connaître un minimum son corps et ses mécanismes. Déjà, pour déculpabiliser. Quand on comprend mieux pourquoi on agit de telle ou telle sorte, pourquoi on a parfois l'impression de subir au lieu de contrôler, ça permet de faire le tri dans le discours et les méthodes à suivre pour aller mieux et surtout ça permet d'accepter nos différents comportements vis-à-vis de l'alimentation. Je vais prendre un exemple concret, la nourriture des fast-foods. Après avoir mangé un bon gros menu burger, t'as tendance à culpabiliser, tu vas t'auto-flageller, tu vas même écouter Thibaut Inchep t'insulter parce que t'as aucune volonté et qu'il est grand temps d'aller te bouger à la salle. Figure-toi que l'attrait pour le gras, le salé, le sucré, c'est profondément ancré dans nos gènes. Une fois que tu as compris ça, tu arrêtes de te rabaisser, tu assumes tes actes parce que tu les comprends et tu t'entoures de personnes qui vont t'aider à inclure ce type de repas gourmand dans ton alimentation équilibrée. Mais pour comprendre les mécanismes de notre corps et de notre cerveau, ça peut s'avérer compliqué car on est des machines ultra sophistiquées. Mais il y a des gens dont le travail est d'étudier tout ça et d'en faire des livres qui nous apprennent facilement plein de trucs. C'est le cas de Christophe Lavelle et de son livre « De l'assiette au cerveau, la cuisine neurogastronomique » que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, tu es chargé de recherche au CNRS et Muséum national d'histoire naturelle avec comme domaine de prédilection l'alimentation, l'épigénétique, la microbiologie et la sociologie. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Ce que tu fais concrètement ? Et alors concrètement, le boulot de chercheur, il y a différentes composantes. Il y a chercheur en sciences dures où on fait de l'expérimental, et puis chercheur en sciences humaines où on peut faire de l'expérimental, on peut expérimenter en sciences humaines aussi, mais ça va être un travail un peu plus loin des paillasses. Moi, je suis un peu à la frontière des deux, c'est-à-dire que dans notre laboratoire, on a des paillasses, donc on fait de la biologie, on fait des expériences. Alors même si moi, maintenant, je dirais que je n'en fais plus depuis une dizaine d'années, mais en tout cas, au laboratoire, on en fait. Et à côté de ça, il y a tout un travail qui est le travail commun des chercheurs, à savoir déjà d'entretenir sa connaissance sur un domaine, parce qu'au-delà de chercher, il faut déjà savoir ce qui existe, et pour justement aller vers ce qui n'existe pas encore, les réponses qu'on attend. Donc le métier consiste à essayer de comprendre ce qui n'est pas encore compris, bien sûr à transmettre, donc à former les chercheurs qui prendront notre suite, et puis transmettre au sens large, c'est-à-dire que toute recherche n'est utile que si elle est rendue publique. Donc on fait beaucoup de communication. Quand je dis on, c'est moi comme tous mes collègues. Alors après, au muséum, on est en plus, comme on a un statut d'établissement, comme son nom l'indique, on a des expositions, on a des parcours permanents et des expositions temporaires. Donc on est aussi un établissement un peu particulier parce qu'on y fait de la recherche fondamentale, mais on a aussi beaucoup d'activités autour de la transmission des connaissances. Donc ça m'occupe aussi une bonne partie de mon temps. Ok, et d'où ta présence aujourd'hui pour parler de ton livre et expliquer un petit peu tout ton travail. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aime bien poser une petite question un peu small talk. Et là, quand on regarde ton parcours et tout ce que tu fais, alors certes le terme recherche, on comprend que tu fais de la recherche tout ça, mais moi je me pose toujours la question, ton entourage, ta famille, tes amis, est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que tu fais ? Est-ce qu'ils arrivent à se projeter de c'est quoi le quotidien de Christophe Lavelle quand il arrive le matin au boulot après avoir pris son café Alors l'expérience montre que non, les gens ne comprennent pas ce que je fais et moi non plus d'ailleurs. D'accord. Non, c'est-à-dire qu'en fait c'est le métier de chercheur à cela un peu particulier. On est totalement maître de ce sur quoi on veut travailler, de la manière dont on veut aborder les différents sujets. Et c'est sûr que moi, je travaille en cuisine, c'est-à-dire que sur des aspects vraiment très techniques de notre alimentation. En même temps, il y a des enjeux de santé qui sont des enjeux fondamentaux, qui relèvent effectivement de l'épigénétique, du microbiote, etc. Donc, quand j'aborde le prisme de l'alimentation... quand j'aborde l'alimentation à travers le prisme de la santé, là, les gens comprennent tout de suite. On voit la finalité. Quand je dis que je travaille par exemple aussi sur l'art culinaire, là, on commence à se poser plus de questions. On dit, mais c'est un sujet de recherche, ça, le beau, le bon, la cuisine et la pâtisserie. Et en fait, oui, parce que, mine de rien, l'activité culinaire est fondamentale dans cet acte de transformation de l'aliment. Et on change énormément de choses. Le fait de cuisiner change totalement les propriétés nutritionnelles
et le plaisir qu'on peut avoir, etc. Donc tout ça, et puis les aspects patrimoniaux. Donc ce qui rend mon domaine un peu compliqué, c'est que c'est un domaine très interdisciplinaire, à savoir qu'on convoque aussi bien des outils des sciences humaines que les outils des sciences dures. Donc souvent, quand on dit que les gens ne comprennent pas, ils disent mais en fait, on me dit mais t'es quoi comme on cherche souvent, on a cette culture de la discipline en France. Mais t'es quoi? T'es physicien, t'es sociologue, t'es chimiste, dans t'es une quoi? case bien précise. Et quand je dis non, mais je suis un peu tout ça parce que j'ai été formé en physique fondamentale, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais après j'ai fait une thèse en bio et puis après j'ai été recruté au département de chimie du CNRS et puis aujourd'hui je fais quand même presque majoritairement des sciences humaines, enfin de la sociologie, anthropologie. Donc en fait, il faut pas chercher à mettre dans des cases, il faut plus chercher à comprendre le sujet. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on mange. Et le qu'est-ce qu'on mange, on a besoin de beaucoup de disciplines scientifiques différentes pour aborder ce sujet. Et voilà, donc c'est souvent la discipline est floue parce qu'il y a justement plusieurs disciplines utilisées pour essayer de comprendre ce qu'on mange. Et j'essaye, dans la mesure du possible, dans mes activités au quotidien, d'utiliser les outils ou de solliciter les collègues qui vont être bien meilleurs que moi dans une discipline donnée pour justement, collectivement, essayer de comprendre ce qu'on mange, pourquoi on le mange et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire pour mieux manger. Et le terme central là qui revient dans ton livre, dans le titre de ton livre, le cerveau, du coup, concrètement, comment tu l'étudies? Est-ce que c'est avec des électrodes? Comment ça se passe très concrètement? Très concrètement, justement, moi, je ne l'étudie pas parce que, et c'est pour ça que ce livre, je l'ai coécrit avec Roland Salès, qui lui a passé, il est à la retraite maintenant, mais il a passé toute sa carrière à diriger un gros institut du goût à Dijon et pour le coup, lui, il a vraiment passé ses 40 ans de recherche à fouiller le cerveau. Donc c'était dans le livre, je dirais que lui, il a porté la composante vraiment fonctionnement du cerveau. Mm-hmm. Moi, j'étais plus, c'est pour ça qu'on l'a écrit à 4 mains et 2 cerveaux, sur la composante transformation des aliments, physico-chimie de la cuisine. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe quand on prépare des plats et puis derrière, qu'est-ce qui se passe quand on le déguste. C'est vraiment pour ça qu'on a écrit ça à 2. D'accord, donc concrètement, c'était des gens qui dégustaient des plats avec des électrodes dans ceux qui font ce type de recherche, oui, ça peut être des électrodes, ça peut être ce qu'on appelle des IRM, c'est-à-dire qu'on fait, ce qu'on a l'habitude quand on fait des examens médicaux, il y a des expériences en IRM, on peut voir quelle zone du cerveau s'active. Alors après, il y a beaucoup d'artefacts parce que quand on est dans un tunnel avec le bordel d'une IRM qui tourne autour de nous, on n'est pas dans des conditions assis à table avec les potes en train de discuter. Ça peut être un peu biaisé, peut être biaisé. Après, il y a des marqueurs, il peut y avoir d'autres types de marqueurs métaboliques qui peuvent permettre de mesurer des taux hormonaux, etc. Donc, il y a beaucoup d'approches qui peuvent être faites. Après, il faut être honnête, sur ce type de domaine, tout ce qui relève de la physiologie du goût, il y a quand même beaucoup d'approches in cellulo, c'est-à-dire sur des modèles cellulaires ou modèles animaux. Il y a beaucoup de choses qui sont d'abord étudiées sur des rongeurs avant de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait en faire sur l'humain? Oui, on a tous en tête cette fameuse étude avec le sucre et les rats là qui a été avec la cocaïne, le sucre. Voilà la fameuse question, est-ce qu'on est drogué au sucre ou pas? On a déjà évoqué ça ultérieurement, mais du coup oui, t'es l'auteur du livre qui va servir de base, le co-auteur à notre thème du jour. Effectivement, c'est les liens entre le cerveau et notre assiette. Alors dans ce livre, il est vachement bien ce livre parce que déjà on s'attend à un pavé parce que forcément le sujet est compliqué et complexe. Mais là, il y a eu un vrai travail, je trouve, de vulgarisation parce qu'on y apprend plein de trucs, plein de choses passionnantes. Il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études scientifiques pour comprendre tout ça. Et on comprend vraiment le rapport entre notre activité cérébrale et notre façon de manger. Et du coup, ça en dit vraiment beaucoup sur nous. Et encore une fois, j'insiste sur ce pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui, c'est que ça nous aide à nous comprendre et peut-être à un peu se laisser tranquille, à avoir un peu plus de bienveillance vis-à-vis de notre alimentation. Et donc, ce livre, en fait, il est découpé en plusieurs points et on va en aborder quelques-uns aujourd'hui. Tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure quand tu présentais ton travail. Il y a un premier thème qui est super intéressant dans le livre, c'est l'importance du beau et du bon. Alors ça, aujourd'hui, c'est tellement ancré dans notre culture qu'on a tendance un peu à oublier, mais on est quand même une espèce dont l'alimentation, comme n'importe quelle espèce qui vit sur cette terre, l'alimentation, elle a un but fonctionnel au départ, c'est notre survie, c'est d'assurer le bon fonctionnement de notre corps. Et nous, en fait, on est là une des seules espèces à avoir vraiment érigé la nourriture en art. Et du coup, ça, c'est vraiment particulier. Et comment t'expliques ça, en fait? Alors, effectivement, on est réellement, dans l'état actuel de nos connaissances, la seule espèce à cuisiner. Ça a émergé à partir de quand? Alors, c'est toujours difficile dans les temps anciens de fixer des dates un peu précises. Nous sommes des primates, les primates évolués, mais comme beaucoup de nos cousins, grands singes, chimpanzés, orang-outans et autres. Et si on plonge dans notre histoire la plus ancienne, on peut considérer qu'on a commencé à cuisiner à partir du moment où on a commencé à transformer nos aliments avant de les ingérer. Donc à l'heure actuelle, nos cousins primates ne le font pas. C'est-à-dire qu'ils attrapent éventuellement, et c'est là où on peut discuter, ils peuvent associer des aliments entre eux.
pour des finalités peut-être gustatives ou pour des finalités médicales. Il y a des comportements qui sont observés avec des associations d'aliments qui amélioreraient la digestibilité, etc. Est-ce qu'on est déjà dans un acte de proto-cuisine? Pourquoi pas? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on est les seuls à cuire, par exemple. Et donc, à partir du moment, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est la maîtrise du feu qui nous a fait devenir humains, parce que cette maîtrise du feu nous a permis non seulement de cuire, donc de transformer nos aliments de manière vraiment drastique, par rapport à d'autres types de transformations, mais en même temps, le feu réunit. Donc, il y a eu de manière concomitante cette activité culinaire qui a consisté à cuisiner, mais en même temps à se rassembler autour du foyer et donc éventuellement à échanger, à discuter de manière collective. Donc il y a une hypothèse aussi qui montre que le feu a sans doute accéléré l'acquisition du langage. Donc on est vraiment issu de cette maîtrise du feu et puis après, tout ça c'est de la transformation un peu brute, hein, même s'il y a on se rend compte dans les époques plus récentes, quand on approche du néolithique, il commence à y avoir des choses assez sophistiquées qu'on peut retrouver dans les différents fragments qu'on va identifier dans les différents chantiers de fouilles. Mais bien sûr, il faut attendre d'avoir des traces un peu écrites, concrètes. Donc on va attendre l'Antiquité, notamment pour avoir vraiment une forme qu'on peut considérer artistique dans la cuisine, avec cette profusion de banquets et de côtés un peu spectaculaires, en tout cas dans la haute société, bien sûr, qu'on va donner à l'alimentation, et chose qu'on va retrouver à la Renaissance notamment. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la Renaissance d'ailleurs, où on va voir ce faste extraordinaire qui montre bien qu'on a érigé la cuisine en art. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup, d'un personnage que j'aime beaucoup aussi, Antonin Carême, grande figure. Alors, il était pâtissier, mais grande figure de pâtissier et cuisinier en France, donc cuisinier de Talleyrand notamment, et donc de Napoléon indirectement, et qui avait cette citation en disant « Les beaux-arts sont au nombre de 5, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. » D'accord. Alors évidemment, c'est un peu exagéré de parler de branche principale, mais en tout cas, on voit bien qu'à cette époque, donc il est décédé vers 1833, je crois, carrément, et on avait déjà ce souci d'ériger cette cuisine, et surtout peut-être cette pâtisserie aussi au rang d'art, c'est-à-dire que les pièces devaient être spectaculaires, belles à voir, avant d'être bonnes à manger. Et ça, c'est quand même quelque chose, pour le coup, de fondamentalement humain. Et du coup, est-ce que ce beau là, parce que alors nous, alors moi j'ai toujours le prisme un peu de la diététique et de l'alimentation santé, et c'est vrai que nous, on a tendance à inciter les gens qui sont un peu déconnectés de leur alimentation. Par exemple, quelqu'un qui aurait tendance à manger que du produit transformé, on va essayer de le reconnecter en essayant d'amener une activité un peu cuisine et d'essayer qu'il se recompose ses plats, qu'il prenne du plaisir à manger, mais qu'il prenne aussi du plaisir à le composer, et donc du plaisir finalement à rendre beau ce qu'il va manger. Et ça, du coup, sur notre cerveau, qu'est-ce que ça impacte vraiment quand on voit un beau plat? Est-ce que ça favorise vraiment son appétence? Oui, parce qu'on a des références aussi. C'est-à-dire que on dit souvent que le beau en cuisine, c'est le bon, mais pas que. On est vraiment sur les deux dimensions. C'est-à-dire qu'on est sur une esthétique culinaire, c'est-à-dire l'esthétique du goût, c'est-à-dire que l'équilibre des saveurs, des odeurs, etc. En même temps, on se rend compte, et là, il y a beaucoup d'expériences de neurophysiologie qui montrent l'impact absolument primordial de la vue sur notre appétence, ne serait-ce que parce que c'est le premier sens sollicité. C'est-à-dire que je vois le plat arriver, et selon mon expérience passée, je peux éventuellement déclencher un conditionnement. Ou comment dirais-je, une prudence si justement ce que je vois ne m'évoque rien. Tiens, est-ce que ça se mange? C'est un jeu d'ailleurs qu'utilisent beaucoup de chefs en cuisine dite moléculaire dans les années 90. Ce côté un peu surprise, on amenait des aliments, une espèce de mousse, des gels, des trucs, donc il n'y a pas de référence. Donc là, on suscitait une espèce d'étonnement de la part du client, en l'occurrence, et on sait bien que ça peut totalement perturber notre manière de déguster. On en a une expérience très concrète, très simple, à travers les pâtes de fruits en général, ou les glaces, par exemple. Il n'y a pas de forme propre, c'est-à-dire un cube gélifié ou une boule de glace. Bon, c'est la couleur qui est censée nous indiquer ce que c'est, mais c'est très perturbant, effectivement. Parce que on voit la glace rouge qui arrive, alors qu'est-ce que c'est? C'est de la cerise, c'est du cassis, on ne sait pas. Puis on va goûter, puis là, effectivement, on va essayer de réfléchir à ce que c'est. Et l'expérience montre que si je prends une glace qui n'a pas n'importe quoi, qui est à l'abricot, mais que je la colore en rouge, c'est probable que les gens ne détectent pas l'abricot. Parce que le cerveau a un manque d'informations. Le cerveau, non seulement un manque d'informations, mais peut même être totalement trompé. Une des expériences les plus célèbres, c'est sur la couleur du vin.
qui avait été faite par Gilles Moreau dans les années 90 et des collègues à lui, à l'INRAE. Et c'était de colorer un vin blanc en rouge. Et puis, effectivement, la plupart des dégustateurs, y compris professionnels, avaient identifié des arômes de vin rouge sur ce vin blanc. Ouais. Alors que le même vin servi dans un verre noir, sans identifier en couleur, était bien identifié comme il devait l'être. Donc, c'est-à-dire que le cerveau était totalement trompé par la vue de l'aliment. Et ça va jouer sur beaucoup de choses, y compris sur les jugements esthétiques, est-ce que c'est beau ou pas, mais en même temps sur ce qu'on se prépare à déguster en voyant l'aliment. Un chef, Paul Perret, célèbre aujourd'hui parce qu'il est dans le jury Top Chef, qui avait dans son restaurant ultraviolet justement un trompe-l'œil comme ça, où il avait le même plat servi au cours du même menu, mais avec une version salée au début, et puis après le même plat exactement reproduit d'un point de vue visuel, mais en dessert. Et donc, c'est assez perturbant de voir. On va manger la même chose, c'est pas la même chose. Chaque élément était ouais, et puis ça me fait penser aussi, il y a eu les expériences des restaurants dans le noir, des dîners dans le noir, et c'est vrai qu'alors moi j'avais lu quelques témoignages, effectivement, les gens peinaient à, déjà le vin, ils savaient pas s'ils avaient bu du vin rouge ou du vin blanc, le poisson, ils confondaient presque avec de la viande, enfin il y avait des témoignages qui étaient quand même tout à fait édifiants sur effectivement, donc l'importance du visuel et l'importance du beau. Ça, on se rend compte à travers le livre que c'est vraiment. Donc, si on devait encore une fois faire un pont avec reprendre soin de son alimentation, effectivement, peut-être que déjà quand on consomme une barquette surgelée qui ne ressemble à rien et qui est pas belle, nous on dit toujours en diététique mettez de la couleur parce que plus il y a de la couleur, plus il y aura des antioxydants, plus il y aura tout ça. Mais il y a quand même aussi cet aspect visuel de se dire déjà faites-vous plaisir, faites-vous du bien déjà. Et une belle assiette, ça commence par là. Et d'ailleurs. À contrario, moi j'aurais une question à te poser, c'est si quelqu'un, est-ce que tu as déjà étudié le cas de la personne qui vient te voir et dit bah non moi ce que je mange, ce que visuellement ça a aucun impact sur moi. Du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il y a un cerveau qui mérite de l'entraînement, qui mérite. Qu'est-ce que ça en dirait du coup la personne qui, sans parler de reconnaître ou non l'aliment, mais de se dire moi, je suis pas impacté par un plat beau ou un plat vraiment servi basiquement. C'est comme pour tout, hein, finalement. Manger est un plaisir, mais un plaisir qui est plus ou moins exprimé et sur lesquels les gens sont plus ou moins attentifs, mais comme n'importe quelle activité, sauf que là c'est une activité obligée parce qu'on est obligé de se nourrir. Bien sûr. Mais de la même manière qu'il y en a, la musique ça leur fait rien, d'autres la peinture ça les laisse froid. Et donc finalement, une fois qu'on a passé la fonction physiologique de manger, oui, moi je connais des gens effectivement pour qui manger c'est purement utilitaire, c'est que ils ont les calories, il faut pas que ça soit désagréable bien entendu. Mais ils n'ont aucun plaisir particulier à dépenser de l'argent, à aller au restaurant, alors qu'ils vont dépenser leur argent pour aller à l'opéra. Donc ça, il y a forcément, il y a un facteur individuel, éventuellement bien sûr aussi un facteur culturel, d'éducation et autres. C'est un peu difficile de voir comment fonctionne une filiation, parce que même dans une même fratrie, on peut trouver quelqu'un qui va être passionné de cuisine et puis l'autre pas du tout, alors qu'ils ont reçu la même éducation. Donc tout ça, c'est... donc là-dessus, c'était ma question d'après, ça se transmet pas génétiquement. C'est une transmission plutôt culturelle, familiale, et qui va toucher plus ou moins l'individu. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a toujours les deux. C'est-à-dire que sur cette bataille entre l'inné et l'acquis, c'est qu'il y a forcément une transmission culturelle, mais qui se fait sur un terrain génétique. C'est-à-dire qu'on a un terrain génétique qu'on hérite qui peut être différent même si on a les mêmes parents, encore une fois, c'est le principe. Et sur ce terrain, l'éducation va rajouter une couche qui va fonctionner en synergie avec le patrimoine génétique dont on a hérité. Et après, et puis encore une fois, chaque environnement aussi est différent, suivant comment on évolue, à quelle place on a dans la famille, quels gens on rencontre, quelle expérience on a, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font qu'on va devenir un asset, à considérer que l'alimentation, encore une fois, n'a aucun intérêt en soi, ou au contraire, ce qu'on va appeler un gourmet, c'est-à-dire quelqu'un pour qui le facteur esthétique est fondamental. Après, il y a même des déviances, entre guillemets. Il y a des gens qui vont déclencher des orthorexies, où là, effectivement, on a une espèce d'obsession de l'aliment, et là, c'est très difficile aussi de déterminer les origines de ce type de pathologie. Alors... Donc là, on a évoqué ça, mais il y a un deuxième thème qui est vraiment hyper intéressant, et ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait à la fin de ce premier thème, c'est l'essence. Effectivement, donc on voit que le visuel est important. Dans le livre, tu parles aussi beaucoup du goût, le travail sur le goût et sur l'odorat aussi. Mais du coup, ma première question, c'est effectivement quelqu'un. Alors, imaginons quelqu'un qui vient
qui vient te voir, et qui dit bah bon, moi ça me fait pas grand chose, mais j'aimerais quand même, voilà, je sais que c'est important, j'aimerais m'entraîner. Est-ce que tout ça, j'aimerais améliorer en fait cette fonction-là. Est-ce que ça s'entraîne en fait, l'éveil des sens concrètement Oui, bien sûr, ça s'entraîne comme toute activité sensorielle s'entraîne. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine en fait, qui n'est pas très différent d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que les professionnels de la dégustation là, qui se la racontent en déblatérant pendant des heures sur un verre de vin, ils n'ont pas de capacité sensorielle plus développée que nous ou que n'importe qui. Par contre, ils se sont entraînés pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir formuler tout ça de manière correcte et faire fonctionner leur cortex pour identifier un certain nombre d'odeurs. Ce qui est important donc, quand on va manger, je dirais, mais c'est comme pour tout, c'est d'avoir quand même une approche basée sur une vraie forme de curiosité. Il faut rester curieux, ouvert d'esprit, parce que c'est quand même notre alimentation, idéalement, repose sur une vraie diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enjeux de santé publique et de problèmes métaboliques et autres viennent principalement de malnutrition qui sont des carences identifiées, et avec des phénomènes d'obésité aussi et autres. C'est-à-dire qu'on a une chute drastique de la diversité alimentaire. Donc il faut, pour lutter contre ça, rester dans une approche d'avoir... Souvent, il y a en 4 mots, c'est facile, pour bien manger, il faut manger un peu de tout. 4 mots, c'est-à-dire on coche la case de la frugalité et la case de la variété. Une fois qu'on a coché les 2 cases, je dirais que sans être nutritionniste ou sans entretenir des tableaux Excel pour calculer ses calories et ses apports en micronutriments, on est à peu près sûr de bien manger si on mange un peu de tout. Donc, l'importance, effectivement, de manger dans une certaine forme de mesure et en même temps dans un maximum d'ouverture en termes de curiosité, ce que parfois certains appellent aussi manger en pleine conscience, c'est-à-dire il faut ne pas considérer l'acte alimentaire comme un acte banal. Ça n'a rien de banal de manger. Et ça doit être un moment de plaisir, dans l'idéal. Après, je ne parle pas des conditions de détresse économique ou autres dans lesquelles on est presque en mode survie, ne serait-ce que pour se nourrir. Je sais pas, si j'ai 1 euro par jour, forcément, je vais pas me poser la question du plaisir, ça va être compliqué. Mais voilà, à part ces enjeux dramatiques, effectivement, quand on a les moyens ce luxe d'avoir un choix alimentaire, il faut savoir profiter de ce luxe. Et quand je dis luxe, ça peut être, c'est un luxe qui, dans l'idéal, devrait être accessible à tous. Et d'avoir cette approche vraiment curieuse de l'alimentation, aller vers des plats qu'on n'a pas encore expérimentés. On va parler beaucoup aujourd'hui des légumineuses, etc. Se dire, tiens, il faut aller vers ces aliments-là et toujours bien manger en prenant conscience de ce qu'on est en train de manger. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce terme de manger en pleine conscience. Certains le comprennent mal et du coup, eux, ils vont comprendre je vais tout calculer, je vais tout rationaliser, je vais manger avec un tableau Excel. Et alors nous, on apprend tout ça. Notre travail, mais c'est pour mieux comprendre. Et en fait, les conclusions sont toujours les mêmes. Globalement, c'est oui, manger de tout, c'est du bon sens. Manger comme on vous a appris, ça sert à rien d'aller peser ses aliments, ça sert à rien ou alors, je dis toujours, peser son aliment, peser son assiette, ça peut être un repère quand on a perdu justement cette notion de volume et de quantité. Ça peut être un premier repère et après on oublie tout de suite. Il s'agit pas aujourd'hui il y a des applications qui scannent le produit, qui vous disent il y a tant de calories, il y a tant de trucs. Ça sert à rien. C'est une charge mentale en plus et ça, encore une fois, ça culpabilise parce que le nombre de calories sera jamais le même tous les jours ou à chaque repas. Donc effectivement, tout ça, c'est pour ça encore une fois que ce thème il est important. C'est notre cerveau en fait, il a pas besoin de choses très très compliquées. C'est du bon sens. Et les sens justement, ils sont importants parce que ils vont être déclencheurs de plaisir et se connecter à ces sens, ça va être beaucoup moins anxiogène et beaucoup moins culpabilisant que de se connecter à des chiffres, des calories, des nutriments, des macros, des micros. Est-ce que j'ai le bon nombre de vitamines? Est-ce que j'ai tout ça? Donc ça, c'est important et c'est important de lire ce genre de livre et de se renseigner sur notre fonctionnement du corps parce qu'on se rend compte qu'effectivement, tout ça, c'est du bon sens en fait. Notre corps, il aime le beau, le bon et le varié tout simplement. Oui, et on est étonnamment robuste en fait. Quand on dit qu'on est omnivore, en fait, c'est un vrai luxe d'être omnivore. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de manger de tout, ça veut dire qu'on est capable de manger tout. Donc ça nous laisse en fait un choix extraordinaire. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se retrouve avec une espèce humaine qui peuple aussi bien la banquise en mangeant que du phoque, que les savanes en mangeant que des racines et 2-3 petits animaux. C'est un peu les extrêmes que je mentionne, mais on peut il y a une capacité de survie qui est assez forte. Une capacité de survie en mangeant quasiment 95% de viande, ou à l'inverse, en mangeant 0% de viande, et on survit très bien.
Donc, on a justement cette capacité à métaboliser énormément d'aliments différents. Donc, profitons-en. Ouais, et c'est surtout aujourd'hui, en plus, ça permet de rebondir sur le fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions, et du coup, on va aller voir des gourous sur Instagram qui vont vous dire faut manger ci, faut pas manger ça, et on va suivre un peu des injonctions qu'on nous aura données et sans trop comprendre pourquoi, alors que effectivement, écoutons-nous, écoutons ce qu'on a envie, écoutons nos propres sensations et allons vers ce qui nous plaît, et c'est déjà un grand pas vers un rééquilibrage alimentaire et vers une reconnexion à ce qu'on mange. Et d'ailleurs, en parlant de reconnexion, alors le livre parle mais ça, on en a pas mal entendu parler. Ça prend l'exemple de la miraculine, ce fameux. Alors, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement la miraculine ? Oui, c'est donc un composé qu'on va trouver dans certaines baies qui poussent en Amérique du Sud. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut vraiment faire l'expérience parce que c'est assez étonnant. C'est qu'on mâchouille cette baie. Il y aura une spéciale, c'est un petit goût sucré, comme n'importe quel fruit, un peu, rien de particulier. Et puis, derrière, on va éventuellement, pour poursuivre l'expérience, on va croquer un citron, par exemple. Et là, c'est le choc, parce qu'on se rend compte que, dans l'idéal, est-ce qu'il faut d'abord croquer le citron ? Bon, on voit que c'est insupportable, c'est hyper acide. On mâchouille la baie de miraculine, on recroque le même citron, et là, c'est presque écœurant tellement c'est sucré, quoi. Et donc, on a l'impression qu'il a perdu son acidité, alors qu'il ne l'a pas perdu du tout, bien entendu, il ne s'est rien passé dans le citron. Mais on a cette baie qui va tromper totalement nos sens, qui va faire fonctionner une synergie. En fait, les récepteurs à l'acide vont se mettre les récepteurs au sucré vont se déclencher et vont se mettre à envoyer un goût sucré au cerveau. Donc, le cerveau est totalement trompé, et ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé par l'industrie c'est une forme d'édulcorant qui va fonctionner en synergie avec des composés acides. Ça marche un petit peu avec l'amertume aussi. C'est-à-dire que le cerveau est vraiment trompé. C'est le principe des édulcorants, c'est de tromper le cerveau. C'est-à-dire qu'ils vont venir interagir sur les papilles gustatives et vont effectivement envoyer un message sucré au cerveau en absence de sucre. En soi, que ça soit... Alors, la miraculine, c'est naturel. Après, d'autres édulcorants plus connus, comme l'aspartame, par exemple, n'est pas du tout naturel. Le problème, c'est pas tant finalement que ça soit naturel ou pas naturel. Le problème va plus être sur les longs termes. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'édulcorant, en une fois, c'est pas gênant. Ça peut être une expérience intéressante ou permettre de boire une boisson. Parce qu'à ce moment-là, on veut boire une boisson sans calories. Ce que ça va générer derrière, c'est éventuellement un phénomène de dérèglement et d'accoutumance à un goût sucré. Donc, ça a été bien identifié pour l'aspartame. En fait, à force de consommer ce qui pourrait paraître comme une bonne idée, on se dire on va remplacer le sucre par des édulcorants et hop, on aura un effet, on aura moins de calories, tout va bien. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on se rend compte que ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, le cerveau, lui, au début, il est un peu trompé. Mais en fait, on ne le trompe pas si facilement que ça. Et à un moment, plus on consomme ces édulcorants, plus en fait, le cerveau réclame coûte que coûte du sucre. Et on va se reporter sur d'autres aliments sucrés. Et surtout, on va continuer à s'habituer à avoir ce goût sucré de plus en plus. On va chercher de plus en plus du sucre. Et donc, ça s'est révélé comme une approche très décevante. Et aujourd'hui, on en revient beaucoup, toutes ces boissons chargées en édulcorants. Aujourd'hui, on revient en disant, finalement, le sucre, c'était pas si pire par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Donc, c'est toujours pareil, c'est la dose. Alors, concernant le sucre, alors pour revenir à nos petits rats tout à l'heure avec la cocaïne et le sucre, alors cette étude-là, elle avait montré que finalement, il y avait une méta-analyse en fait qui était sortie là-dessus et qui disait, mais non, en fait, l'étude elle est un peu biaisée parce que en fait, ils avaient même testé avec des édulcorants et les rats allaient aussi vers les édulcorants. Donc finalement, on n'est pas accro au sucre. On peut avoir des phénomènes d'accoutumance qui peuvent être identifiés comme ça, mais quand on parle vraiment en termes scientifiques, il n'y a pas de sevrage au sucre, il n'y a pas d'addiction. Notre corps va pas réclamer, c'est un goût qui va réclamer. Donc d'où effectivement cette conséquence de la miraculine qui fait qu'elle va appeler en fait. On va pas être accro à la miraculine. Et surtout, alors ça c'est une vraie question parce que moi j'avais cru voir aussi, et là j'avais pas étudié le sujet plus que ça, mais à force d'édulcorants, notre corps va fonctionner, va métaboliser comme si il y avait eu du sucre vraiment en termes de production de graisse et de. Oui. Est-ce que ça, tu as des études plus précises là-dessus ? Métaboliser, non. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une réaction insulinique. C'est-à-dire qu'effectivement, la consommation d'édulcorants déclenche aussi un pic d'insuline, ce qui est tout à fait paradoxal. On dit pourquoi ? Je ne suis pas sûr que le mécanisme soit bien identifié. Les choses peut-être plus inquiétantes finalement, c'est l'effet sur le microbiote. Le microbiote, c'est un domaine très récent et on se rend compte aujourd'hui que les édulcorants, notamment encore une fois l'aspartame, parce que c'est un des plus utilisés,
a une réelle interaction sur le microbiote, ce qu'on n'avait pas anticipé au départ, et pour cause, on ne s'intéressait pas au microbiote il y a 20 ans. Ouais. Donc là aussi, les alertes, elles viennent de là, de se dire, en même temps, les bactéries que nous hébergeons sont très largement responsables de notre système digestif. Elles digèrent aussi beaucoup de choses pour nous, et donc elles sont aussi sujettes à nos changements alimentaires. Donc là, il faut faire très attention à ça aussi. Ouais, et du coup, ça permet aussi pour retourner dans vraiment le concret de la personne qui va sur Instagram. Là, on a vu, alors, comme la miraculine, c'est naturel, c'est le nouveau truc magique. On y va sur les gommes et sur les pilules de miraculine. Et en fait, tout ça, en fait, il faut se mettre un red flag tout de suite en se disant, oui, c'est naturel, oui, mais notre cerveau, il va être trompé. Donc, effectivement, apprenons à manger du sucre en quantité raisonnable. Moi, je prends un exemple personnel. Quand j'ai voulu recontrôler un peu ma consommation de sucre, quand je me suis posé un peu ces questions-là, j'ai arrêté le sucre dans le café, mais en 1 semaine, même en 3 jours, alors que je pensais que c'était totalement impossible. Alors plutôt que d'aller chercher des solutions miracles, parce que le marketing de la nutrition va nous dire que mais regardez, on a un truc qui est naturel et qui est super, mais en fait non, parce que là on va se créer d'autres problèmes sur le long terme, comme tu le disais tout à l'heure. Donc effectivement, on le dira jamais assez, mais du bon sens, du naturel et du simple, et en plus vous ferez du bien à votre portefeuille, parce que toutes ces choses-là coûtent extrêmement cher. Exactement. Voilà. Alors, il y a un autre sujet là dans le livre qui est vraiment vraiment intéressant, sur cette gestion du cerveau et l'impact que ça peut avoir sur notre assiette et sur notre façon de manger. C'est la gestion des quantités. Vous parlez je dis vous, avec ton co-auteur, avec Roland, parlez que le cerveau anticipe en fait sur le volume de nourriture à ingérer. Et il y a une notion de satiété sensorielle qui est évoquée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces notions-là ? Oui, c'est-à-dire que l'état de notre corps, le sentiment de faim, il va être envoyé par l'hypothalamus qui mesure un peu l'état de notre corps, et puis derrière, ça va être traité par le thalamus, et puis toute la sphère émotionnelle et l'insula qui vont se mettre en place. Tout ça, c'est des organes que étudient très bien les neurophysiologistes. Qui vont justement nous orienter vers une prise alimentaire ou pas. Parce que c'est une mesure de notre état métabolique, et quand je vois, par exemple, je vais manquer de glucose ou autre, ou d'énergie tout simplement, le corps va commencer à réclamer. Et commencer à réclamer, très concrètement, ça veut dire ça passe par les hormones beaucoup. Donc, notamment, on va sécréter de la gréline, qui est un peu l'hormone qui va nous mettre en appétit. Ouais. On va commencer à manger, et là, à partir de là, il y a un certain moment où le corps mesure cet apport alimentaire et va éventuellement se mettre à sécréter l'antagoniste de la gréline, qui est la leptine. Ouais. Pour dire, ralentis, là, on commence à bien s'alimenter. Et tout l'enjeu va être finalement, et pour revenir à ce qu'on disait quand on disait manger en pleine conscience, c'est aussi prendre le temps de manger, en fait. Parce qu'il faut laisser le temps au système hormonal d'équilibrer tout ça. Si j'ai une prise alimentaire beaucoup trop rapide parce que je mange sans mâcher et que j'avale tout comme ça et avec des aliments très caloriques, mon corps va pas avoir le temps de me dire wow, c'est bon, on a ce qu'il faut, avant que je dépasse largement ce que j'aurais dû consommer. Donc d'où l'importance effectivement de prendre son temps de manger lentement pour se rendre compte quand on a atteint la satiété, et aussi d'avoir des aliments, encore une fois, qui soient équilibrés en sens, si j'ai des fibres, des choses comme ça va aussi ça va être un bol alimentaire assez volumineux qui va permettre au corps aussi de se rendre compte qu'il y a eu assez. À l'inverse, par exemple, on recommande souvent, notamment pour les gens qui ont un petit appétit, donc plutôt tendance à justement manger pas assez d'une certaine manière, on va leur dire, il ne faut surtout pas boire avant de manger, par exemple, parce qu'effectivement, si je remplis mon estomac même avec de l'eau, l'estomac il est un peu trompé, il dit ça y est, je suis plein. Il y a du volume et bim. Donc en fait c'est sur les deux volets. Il faut vraiment il faut essayer avec l'habitude qu'on a de son corps, prendre soin, donc soit de contrôler sa prise de boisson, et puis de manger lentement pour laisser au corps le temps de lui faire comprendre où il en est de sa prise alimentaire. Et du coup, comment, si jamais ce volume du coup il est dépassé, est-ce que c'est que pour des raisons d'habitude alimentaire, de manger trop vite et de pas assez mâcher, de pas faire de pause, parce que ça on recommande beaucoup, on dit les recommandations, je crois que c'est 20 minutes minimum, parce que les rythmes de vie se sont un peu accélérés ces dernières décennies, donc c'est 20 minutes, mais est-ce qu'il peut y avoir un dérèglement aussi de cette fonction ce circuit, oui, bien sûr. Tout le circuit gréline, leptine peut être totalement dérégulé, et dans l'obésité, on va voir. Voilà, ça, bien sûr. On sait que le gras, la surcharge pondérale est vraiment un taux de gras vraiment trop important va perturber la leptine. Mais est-ce qu'au point de vue du cerveau, il va y avoir quelque chose qui va être impacté, ou c'est
point de vue du cerveau, à part une habitude alimentaire, Ouais, je c'est ça, saurais c'est pas que de l'habitude. Ouais, c'est de l'habitude alimentaire. Donc finalement, la solution est assez simple. Il suffit de mettre en place des mécanismes. Alors pour ça, il faut recréer une habitude, faut recréer ça prend un schéma de rééducation. Après, il y a des outils. Alors c'est un peu gadget, mais ça fait souvent le buzz parce que ça fait mais par exemple des cuillères qui vont mesurer la vitesse à laquelle on mange. Voilà, bon. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des études sérieuses qui ont montré l'impact que ça peut avoir, mais en tout cas, on peut trouver amusant l'idée effectivement de la cuillère qui vibre quand on mange trop vite, quoi. Ouais, ou manger avec des baguettes pour ceux qui savent déjà. Ceux qui savent, ils peuvent manger très vite avec des baguettes. Ouais, c'est vrai qu'on a c'est vrai. Ceux qui maîtrisent trop bien les baguettes. Et du coup, bah oui, alors là, on vient de parler un peu de motivation, tout ça. On va aller sur la dopamine aussi, qui est une hormone vraiment importante, qui joue un peu sur la motivation, le plaisir. Et du coup, est-ce qu'on peut s'entraîner à tout ça? Est-ce qu'on peut déjà un peu rappeler le mécanisme de la dopamine un petit peu dans tout ça? Et comment est-ce qu'on peut s'entraîner à avoir une dopamine vraiment optimisée? Je suis pas sûr qu'on puisse s'entraîner. Après, la dopamine, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'hormone du plaisir. Elle va être sécrétée dès qu'on vit une expérience heureuse, et qui peut être justement une expérience alimentaire. Et ça va être déclenché d'un point de vue évolutif. C'est sûr qu'il y a des saveurs qui vont être très récompensantes. On recite l'exemple du sucre, qui effectivement déclenche comme ça une sécrétion de dopamine, parce que faut replonger chez nos ancêtres, ou même aujourd'hui, il faut imaginer un être humain d'aujourd'hui qui serait largué au milieu de la nature sauvage, à une forêt primaire ou une savane ou autre. Très honnêtement, on ne trouve pas de sucre. Si on a de la chance d'être à la bonne saison, on va trouver 2-3 fruits, mais si c'est pas la bonne saison, bon courage pour trouver du sucre. Donc le sucre, c'est une énergie immédiate, donc il y avait ce besoin effectivement ancré dans notre patrimoine génétique d'être, et qui est vrai pour tous les animaux. Pourquoi les oiseaux se précipitent sur les fruits? C'est justement parce qu'il y a du sucre aussi. Et donc ça va, il faut entretenir cette recherche de sucre, et donc donc le sucre va déclencher ce circuit de récompense qui nous pousse à continuer à manger du sucre. Pareil, on aime bien effectivement le gras, mais c'est plus aussi parce que le gras apporte souvent beaucoup de saveur, parce que le gras, il y a beaucoup de molécules qui sont liposolubles et qui vont donner beaucoup. On aime bien quand on mange du jambon, on va dire le gras, surtout un pâte à gras par exemple, le gras est tellement extraordinaire. Ça c'est une récompense immédiate. Alors de manière un peu plus compliqué, c'est le sel, parce que c'est vrai que le sel aussi, c'est assez addictif. Un paquet de chips, on y va, parce que c'est salé. Et là aussi, c'est ancré dans notre besoin en minéraux, qui aujourd'hui est complètement explosé. Mais de la même manière, je reprends mon analogie, si on se plonge dans la forêt primaire ou dans la savane, on ne trouve pas de sel non plus. Donc, on a besoin d'avoir cette quête, cette appétence spontanée pour le sel, qui aujourd'hui est totalement dévoué par le fait que le sel, comme le sucre, comme le gras, sont en surabondance, et donc on continue à avoir ce circuit de récompense qui fonctionne, et je dirais malheureusement. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Cette dopamine, elle est un peu vicieuse aussi, parce qu'elle peut nous ancrer dans des mauvaises habitudes. Tant qu'à une mauvaise habitude, un grignotage par exemple qui aurait pas lieu d'être, il va produire de la dopamine et qui va nous conforter dans ce truc-là. Alors il va falloir apprendre à en sortir aussi de ça. D'où les petites frustrations au départ quand on veut mettre en place des changements. Forcément au début on dit toujours que c'est dur, parce que faut casser un peu cette cette habitude-là de dompter son circuit de récompense. Exactement. Il faut lui apprendre que la récompense, ça peut être ailleurs, surtout. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a, alors, le grand thème aussi, là, qui répond à vraiment des questions, un dernier grand thème qu'on va aborder, parce qu'il s'agit pas de parler de tout le livre, faut quand même donner envie aux auditeurs de lire tout ça en détail, même si on n'a pas détaillé plus que ça les thèmes, on a vraiment sorti les points intéressants à discuter aujourd'hui. Alors moi, le thème qui m'a vraiment intéressé, c'est la transmission génétique. Oui. Du coup, oui, sur l'alimentation, certes, on nous apprend des choses parce qu'on voit nos parents manger, on voit nos frères et sœurs manger si on en a. Mais malgré tout, il y a quand même on est avec un patrimoine génétique lié à l'alimentation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors en fait, effectivement, on hérite d'un patrimoine génétique qui est en fait le terrain sur lequel va se construire nos préférences alimentaires. Et donc il y a vraiment une co-construction des deux, c'est-à-dire que sur un patrimoine génétique donné va se greffer des habitudes alimentaires qui vont venir de notre éducation, des gens qu'on va croiser, de notre vécu, etc. Mais c'est vraiment une co-construction parce que, encore une fois, génétiquement, on hérite de certaines sensibilités aux différentes saveurs. Des gens qui vont être plus ou moins sensibles à l'amertume. Ça se mesure très bien avec le fameux test à la phényltiocarbamide, qui est justement ce qu'on appelle le PTC,
qui est souvent utilisé parce qu'il y a ce qu'on appelle des supergoûteurs et d'autres insensibles. Et ça, en hyper, ça c'est génétique. Et ce qui se passe, c'est que si on est hypersensible à cette molécule, en général, on est donc plutôt sensible à l'amertume. C'est-à-dire qu'on a développé beaucoup de récepteurs à l'amertume. Et ça, ça va changer nos comportements alimentaires potentiellement parce que, et c'est là où on va éventuellement pas comprendre avant qu'on connaisse la génétique. Voilà, si on a 2 enfants, puis il y en a un qui aime bien les choux de Bruxelles ou n'importe quoi, ou les endives, et puis l'autre qui va les rejeter, on va dire c'est pas possible, on leur a donné la même éducation, etc. Bah oui, mais il y en a un qui est peut-être hypersensible à l'amertume, et vraiment les endives pour lui ça va être insupportable. Et là on aura beau le forcer comme on faisait avant, et malheureusement encore parfois, tu vas finir ton assiette, sinon voilà. Bah oui, mais je suis en plein dedans. J'ai 2 enfants. Il y en a un qui a 3 ans là, dans 3 jours et la petite qui a 15 mois de moins. Ils aiment absolument pas la même chose. Voilà. Alors qu'en 15 mois, je pense pas qu'on ait révolutionné notre alimentation. Donc, et c'est quand même. Ils ont des patrimoines génétiques différents et c'est vrai pour les saveurs sucrées et c'est vrai pour des choses plus anecdotiques. Mais je cite souvent parce que moi je fais partie des personnes qui surexpriment le gène ER6A2, qui est le fameux gène qui donne ce goût ignoble à la coriandre ou à certaines formes de coriandre. Qui fait qu'effectivement, je suis un détecteur de coriandre dans certains, ou en tout cas de molécules associées à la coriandre dans un certain nombre de produits, type des huiles d'olive par exemple, qui peuvent, dans certaines variétés peuvent contenir ça. Et je sais que moi, certaines huiles sentent la punaise écrasée, quoi. Et les gens ne comprennent pas parce qu'ils disent elle est superbe cette huile, elle est superbe, mais pour moi c'est un jus de punaise. Ouais. Et là, on se rend bien compte que y a un facteur génétique. Et après, je pourrais m'éduquer, en me disant maintenant, je vais essayer d'apprendre à apprécier les huiles. Oui, ce que j'allais dire tout à l'heure, on parlait de travail d'essence, d'un peu d'entraînement, mais là, ça nécessiterait quand même pas mal de. Et oui, pour apprécier aller dans le dur, là, il faut quand même aller dans le dur. Donc bien sûr, voilà, il y a les 2 facteurs qui jouent, la génétique et puis après les habitudes qu'on va prendre par rapport à ce patrimoine génétique. Et je rebondis aussi donc sur la transmission un peu donc certes il y a une transmission génétique, il y a aussi, et ça j'en parlerai dans un prochain épisode qui sera consacré au microbiote et l'importance de bien comprendre ce que c'est et aussi de bien, mais alors c'est pareil, on en revient toujours aux mêmes choses, bien entretenir son microbiote, ça passe par une alimentation saine, équilibrée, variée. Riche en fibres. Voilà, il y a riche en fibres. Bon, ça va être tout sur. On retrouve quand même malgré tout les conseils génériques, mais c'est quand même très important dès la grossesse parce que effectivement, il y a beaucoup d'études qui montrent que effectivement une mauvaise alimentation, on transmet des choses des facteurs de risque en fait. On transmet à l'enfant que ce soit un manque d'oméga 3, que ce soit effectivement une alimentation ultra transformée, ça peut avoir des vraies incidences et pas que physiques. Aussi, il y a sur les facteurs humeur, dépression et des facteurs de risque comme ça qui sont transmis. Donc ça c'est assez fascinant. Alors, dès l'utérus, l'enfant goûte effectivement, et puis après avec l'allaitement aussi, s'il y a allaitement, il va à travers le lait de la mère, il va sentir différentes saveurs, même s'il n'y a pas d'immédiateté. C'est que pendant longtemps on raisonnait en disant si je sais pas quoi, si la mère mange des brocolis, le lait aura un goût de brocoli. Alors tout ça c'est métabolisé, donc c'est pas le cas. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le goût du lait va changer. Il n'y a pas une correspondance immédiate, mais le goût du lait va évoluer. Donc là aussi, ça va aussi influencer le goût de l'enfant derrière. Et alors, il y a un truc, il y a des expériences qui sont rigolotes là-dessus dans le livre avec le goût vanille qui est ancré. Est-ce que tu peux nous raconter parce que moi, c'est vraiment avec le ketchup, c'est bien ça. Ouais, non, mais enfin, la vanille, on connaît pas c'est une saveur universelle. Enfin, une saveur. Pardon, c'est pas une saveur. C'est un arôme. Donc ça va être détecté par le bulbe olfactif, notamment la vanilline. La vanilline est une molécule qui est justement un côté universel, c'est-à-dire que tout le monde aime la vanille et on ne sait pas pourquoi. En fait. Et c'est une vraie question. J'aime bien ce genre de questions ouvertes parce que c'est assez fascinant de se dire qu'est-ce qui dans notre évolution fait que il y a cette molécule pour laquelle on a une attraction universelle. Donc si un jour on a la réponse, je suis curieux de la voir. D'accord. Mais alors il me semblait que dans de souvenir, il y avait une expérience avec du ketchup qui avait été avec un goût vanillé. Oui. Alors il y avait les populations plus jeunes avaient goûté, avaient trouvé ça pas bon parce qu'ils avaient pas ce goût de ketchup, ils le reconnaissaient pas. Et par contre, ce petit goût de vanille, il était plus apprécié par des populations plus âgées parce qu'à une époque, tous les laits maternels étaient vanillés. Oui. Je sais pas si tu vois à quoi je fais référence dans le. Oui, on peut aussi, bien sûr, avoir un phénomène de reconnaissance par la familiarité en fait. Alors que ça datait d'il y a plusieurs années, mais effectivement. Il y avait cette chose-là. Donc oui, on est. Si on doit résumer un peu l'idée du livre, alors c'est pas, je pense. Enfin,
l'idée que moi j'en fais, en tout cas d'un point de vue un peu diététique, rééquilibrage alimentaire. Pourquoi les personnes, encore une fois, j'insiste, mais intéressez-vous à ce genre de choses. Et encore une fois, c'est un livre qui est vraiment accessible. On apprend plein de trucs et on peut se dire, mais oui, effectivement. J'arrête de me dire oh je suis nul parce que j'arrive pas à faire ça. Non, c'est histoire de comprendre qu'effectivement il y a un mécanisme de dopamine qui peut être entretenu aussi, même avec des mauvaises habitudes. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être de se dire bah oui, je vais sur le gras, j'ai aucune volonté, je vais manger un burger. Non, tu aimes le gras et le sucré naturellement, c'est dans nos gènes, c'est dans notre, au-delà et même dans notre culture, mais c'est même dans nos gènes, on aime ça. Donc on va pas se flageller parce qu'on a mangé un burger. Tout ça, ça permet aussi de prendre un peu soin de soi, de la bienveillance. En tout cas, c'est vraiment important. C'est l'alimentation. Ce que montre ce livre, en tout cas, c'est que l'alimentation, c'est pas qu'une source de motivation, enfin que le résultat de je suis motivé, je suis pas motivé, je prends soin de moi, je prends pas soin de moi. Non, il y a un patrimoine, il y a une base, en tout cas, il y a un terreau qui fait qu'on agit déjà, on a tendance à aller vers ça, peut-être par facilité, mais de notre cerveau, de nos comportements, et et tout ça se travaille, en tout cas. Donc, il faut pas être que dans le je subis et je comprends pas pourquoi. Et ce genre de livre, en tout cas, au-delà de conseils encore une fois, je suis toujours dans le parallèle, mais d'un coach qui va vous dire faut faire ci, faut faire ça, mais non. Comprendre notre corps, ça peut avoir un vrai impact positif sur un rééquilibrage alimentaire et de se dire, en fait, c'est possible parce qu'on comprend que tout ça se travaille et qu'on est une machine, en fait. On oublie souvent qu'on est une machine. On a tendance toujours à se juger émotionnellement et voilà. Mais il y a des mécanismes, en fait. Il y a des rouages et il y a des choses qui se déclenchent avec différents engrenages et il faut activer tout ça, quoi. Toujours mieux de les comprendre, les mécanismes. Effectivement, ouais. Sans entrer dans une expertise que toi tu as parce que tu travailles depuis longtemps sur le sujet, mais en tout cas de comprendre tout ça, je pense que c'est une approche qui est différente vis-à-vis de l'assiette et c'est vraiment très très intéressant. Écoute Christophe, merci beaucoup pour avoir partagé en tout cas toutes ces connaissances et je vous invite vraiment encore une fois à lire ce livre de l'assiette au cerveau que vous trouvez vraiment facilement et qui est en format poche en plus, donc c'est vraiment pas un bloc et on apprend vraiment plein de trucs, c'est vraiment intéressant. L'épisode arrive à son terme en tout cas sur le sujet du jour, mais moi avant de terminer, j'ai une petite rubrique, j'aime bien aller creuser un petit peu l'assiette et la façon de manger de mon invité. Je vais te poser une petite série de questions sur ton rapport à la bouffe, parce que alors moi, j'ai lu ton livre. Je me suis dit, ça serait intéressant de t'avoir. Et en plus, alors complètement par hasard, à cette même période, moi le dimanche matin, j'ai des enfants, donc je me lève tôt. Et le dimanche matin tôt, quand je prends mon petit déjeuner, je suis sur Paris Première et je regarde François-Régis Gaudry. Et je t'ai vu déguster, aller au resto avec lui sur une rubrique. Et du coup, j'aime bien parce que non seulement le sujet est intéressant scientifiquement et tout ça, et en plus, je pense que j'ai affaire à un gourmand là en face de moi, un gourmand gourmet. Et on va essayer de creuser un petit peu tout ça, mais en tout cas dans l'émission, tu avais l'air d'apprécier un bon repas au resto. J'ai la chance d'aller assez souvent au restaurant. On va dire j'ose dire pour raisons professionnelles. Voilà, c'est des sujets d'études tout ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors on est parti pour les petites questions. Du coup, si tu devais définir ton rapport à l'alimentation en un seul mot, ce serait lequel ? Libre. Alors je dirais libre et curieux. Allez, je vais me permettre 2 mots parce que voilà, j'aime bien. T'aimes explorer. Ok, ça c'est ce côté chercheur, ça. Oui, on n'y échappe pas. Ouais, forcément. Alors là, c'est dur, c'est une question un peu bateau, mais vraiment ton plat préféré. Non, mais c'est facile, c'est la pizza hawaïenne. Pour une vraie raison. Tu vas créer on va créer une polémique là. Ouais, mais on va créer un buzz. Que d'un point de vue physiologique, elle coche absolument toutes les cases. D'accord. Parce que on a un éventail de textures extraordinaires entre le croustillant de la pâte, si c'est bien fait, encore une fois, c'est pareil, le moelleux du fromage fondu, et l'onctuosité de la sauce tomate, etc., plus le croquant juteux de l'ananas, plus le côté salé, gras, sucré, acide, on a toutes les saveurs. En fait, la pizza hawaïenne, c'est le plat qui coche toutes les cases. Et ça, c'est sérieux quand je dis ça, parce qu'on a des analyses, parce que souvent on dit c'est de la provocation, mais non. Oui, c'est ça. Non, ça ne l'est pas. C'est totalement sérieux parce que il y avait plusieurs chercheurs comme Charles Spence et d'autres qui ont fait beaucoup de neurophysiologie, qui ont montré sur des grandes études sur des centaines de plats quels sont les critères par défaut que l'on apprécie. Et dans les critères, on va retrouver l'importance de l'umami. Donc dans la pizza, la sauce tomate, c'est important et c'est aussi pour ça. Les contrastes des textures sont fondamentaux. La présence de sucre, gras, sel, etc. Et puis des contrastes dans les saveurs aussi. Donc là, on va y être. Donc en fait, quand on réfléchit d'un point de vue purement objectif, et j'insiste,
Sur le côté purement objectif, la pizza hawaïenne, C'est coche scientifique. toutes les cases. Voilà. Donc, et ça marche. C'est-à-dire que voilà, moi c'est mon plat préféré. Et t'as réussi à convaincre des Italiens sur le sujet ou... Je pense que c'est Oui, presque un sujet de livre. Hein. Tu pourrais presque en faire un livre là-dessus. Les Italiens, ils connaissent rien à la bouffe. Quoi. D'accord, ok. La personne qui cuisine le mieux au monde pour toi? Alors là, je vais permettre de botter en touche parce que pour moi, c'est une non-question. C'est une D'accord. question qui ne devrait pas exister parce qu'en fait, dire qui cuisine le mieux, ça veut dire qu'on met une espèce de hiérarchie, voire, ce qui est à la mode, une forme de compétition dans la cuisine. Je déteste. Alors, ouais, Non, c'était mais- pas dans ce sens-là. Non, mais je c'était comprends. pas- Je comprends l'idée parce que souvent on peut C'est avoir toi, ton rapport émotionnel. Voilà, c'était etc. surtout ça que... Mais voilà, le qui cuisine le mieux, j'aime pas définir des bons cuisiniers ou des meilleurs cuisiniers que d'autres. Et surtout pas, encore une fois, dans notre époque où on a tendance à vouloir toujours mettre des hiérarchies, des classements et autres. Ouais. Non, donc ça, je préfère botter en touche sur cette question. Pour moi, c'est une question comme dans toute forme. À partir du moment où on considère que la cuisine est une forme aussi un peu artistique, Bien sûr. je ne peux pas faire de... Ouais, alors la vraie, j'aurais dû effectivement, parce que alors moi je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu dis là-dessus, sur l'histoire de classement et de, enfin. Je fais une petite digression. Moi, je suis un fan de foot. Je déteste le Ballon d'Or. La notion de Ballon d'Or ou de. Alors là, c'est les questions aussi parce que là, on prend la culture basket. C'est qui le GOAT selon toi? Moi, c'est pas celui qui a la plus belle fiche de stats. Hein. Pour moi, il y a des. En fait, ma question, c'est plutôt qui te touche le plus dans sa cuisine. C'est ouais, ça. mais là, non, j'ai pas. Mais très honnêtement, j'ai pas de nom qui me vient en tête. C'est pas grave. Aucun problème. J'ai des chefs qui m'ont chez qui j'ai été manger. Je me dis T'as des coups de cœur, des coups de cœur, en me disant disons que ce plat, waouh, j'aurais bien aimé l'inventer. Ouais. Bravo. T'en as plusieurs qui t'ont Oui, quand même bien réussi sûr. à te scotcher. Ah oui. Et alors, un comportement alimentaire inavouable en société. Un truc que tu fais un peu planquer. Et que, alors, voilà, je ne fais pas planquer parce que j'assume, mais ça fait partie des choses inavouables en société, c'est la consommation d'alcool. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne conçois pas un repas sans une boisson qui va avec. Ok. Or, les choses étant ce qu'elles sont, les boissons culturellement auxquelles on a l'habitude, c'est des boissons alcoolisées. C'est-à-dire que moi, systématiquement, à tous mes repas, enfin, pas le petit-déj, hein, mais je veux dire, parce que culturellement, au déjeuner et au dîner, systématiquement, je consomme un verre de vin ou un verre de bière. Hein, parce que ça va, j'aime quand ça... Voilà, et je choisis la boisson en fonction de ce que je mange. Vin blanc, vin rouge, rosé, bière amère ou pas amère, brune, blonde, etc. Éventuellement, comme je supporte vraiment pas de boire de l'eau en mangeant, mais vraiment, je le fais jamais. Et à l'inverse, en dehors des repas, je ne bois que de l'eau. Hein. Je quand même tiens à le préciser. Et donc, s'il y a un accord intéressant, comme le font de plus en plus de restaurants, avec des accords non alcoolisés ou voilà, avec des kéfirs, des kombuchas, des infusions ou autres, je suis preneur. Mais ce qui est vraiment, donc là, c'est tout à fait avouable. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est plus facile de trouver encore des boissons alcoolisées pour accompagner son repas. Donc oui, j'accompagne tous mes repas avec un verre qui contient de l'alcool. Voilà. Bon, c'est parce que j'arrive pas à le dissocier. C'est un plaisir. Quand je mange quelque chose qui est bon, j'ai envie d'une boisson qui va bien avec. Ouais, et puis encore une fois, tant que c'est maîtrisé et que c'est contrôlé, voilà. À partir du moment où ce n'est que pendant les repas, déjà, voilà, je me et que raccroche c'est à pas ça. 3 bouteilles par repas, c'est toujours, on dit toujours pareil. Oh là là, alors parce que là, j'imagine tout de suite, oh là là, il parle d'alcool, l'alcool, c'est, alors, parce que moi, on me pose souvent on a le truc de, nous, les diètes, on entend ça à longueur de temps. Et ça, j'ai le droit, et ça, j'ai pas le droit. En fait, tu as le droit à tout. C'est la dose qui, encore une fois, là, c'est la dose qui fait le poison. Si tu manges 4 kilos de haricots verts par jour pendant 20 ans, je pense qu'il y aura des problèmes au bout d'un moment. Donc, on est toujours pareil. Et si ça, en plus, ça te génère du plaisir et que derrière, toute cette récompense de dopamine, tout ça, enfin, tout fait que tout se met en branle au niveau des hormones, que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'excès et que derrière, il y a une consommation d'eau et que, bien évidemment, je suis personne pour juger déjà. Et surtout, non, mais voilà. Encore une fois, ce podcast s'appelle Diète et Gourmand. On n'oublie pas le gourmand. Hein. Tout à fait. C'est quand même important. Et l'aliment plaisir ultime, selon toi? On parle de la pizza hawaïenne. Hein. Ouais, toujours. Mais avec une bonne IPA bien fraîche. Ah voilà, j'allais te demander. Du coup, j'allais te demander, voilà, c'est quoi? Une bonne IPA bien fraîche parce que un peu d'amertume. Ce qui va manquer un peu dans la pizza hawaïenne, c'est l'amertume. Donc il faut la rajouter pour avoir vraiment un panel le plus complet possible de saveurs. Donc je vais prendre une boisson amère. Et donc effectivement, pour accompagner cette pizza hawaïenne, une bonne IPA, éventuellement un Negroni en apéritif, mais voilà.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, on te sollicite pour des cartes en tant que, pour établir une carte de restaurant ou des accords. Non, solliciter, c'est beaucoup dire. Par contre, c'est un sujet qu'on aborde souvent en conférence ou en colloque, sur des conférences avec des professionnels, sur les accords mets-vins, parce que c'est un vrai sujet de physiologie. Bien sûr. En fait, c'est assez facile à résumer. Si tu prends toute la littérature scientifique qui a été écrite sur le sujet d'accords mets-vins, allez, tu as une vingtaine d'articles en tout et pour tout. Donc, on a vite fait le tour. C'est pas quelque chose de si étudié que ça. Et quand on analyse cette littérature, on se rend compte que c'est finalement plus facile d'identifier des désaccords que des accords. C'est-à-dire que de comprendre pourquoi certaines boissons ne vont vraiment pas avec tel plat, c'est plus facile à caractériser que pourquoi certaines boissons iraient mieux. Et pourquoi j'utilise le conditionnel ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un tel effet de subjectivité que la quête de l'accord parfait, pour moi, c'est un leurre total. Ça n'existe pas. Et donc, il y a pourtant des milliers de pages qui sont écrites et des bouquins entiers sur les accords mets-vins. Je vais être un peu radical en disant ça, mais pour moi, c'est presque poubelle directe, parce qu'en fait, le bouquin ne fait que refléter le goût de la personne qui l'a écrit. C'est ce que j'allais dire, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Si on est avec une sensibilité à l'acide ou à la mer, exactement, ou à, voilà, forcément, l'accord, il va être moins. Donc là aussi, il faut juste rester curieux et chacun se fait son accord, et les boissons qu'il a envie de boire avec tel plat, il n'y a vraiment aucune règle. Sauf, encore une fois, quelques désaccords, dans le sens, par exemple, très peu de gens vont apprécier le vin rouge avec une salade vinaigrette, parce que l'acidité, ça casse le vin. Ok, c'est un peu universel. Une fois qu'on a dit ça, quand je mange mon fromage de chèvre, il y en a qui vont rester sur le vin rouge parce que culturellement, ils ont habitué avec un bourgueil. Voilà, d'autres qui vont dire non, le fromage de chèvre, c'est le vin blanc, avec un chenin, c'est le cépage idéal. Ah bon, ok, très bien. Et puis d'autres qui vont dire mais n'importe quoi, c'est le cidre qui rebondit bien, t'as la bulle, l'acidité, etc. Ok, bon, bref, il n'y a pas de règle. Encore une fois, on s'écoute. Et voilà, c'est la première des règles. Alors, moi, j'ai une question, là, je l'aime bien celle-là, parce que on a tendance, c'est pas nous qui avons tendance, mais là, des fois, il y a des sujets un peu politiques autour de la bouffe. Là, moi, je me souviens d'une histoire de Sandrine Rousseau qui dit que le barbecue, c'est un truc de droite. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ? Alors, déjà, je crois pas qu'elle ait dit ça. Hein. Je pense qu'elle dit suffisamment de conneries pour qu'on ne lui en attribue pas dès qu'elle n'a pas dit. Si je replace le contexte, elle avait plutôt mentionné la viande au barbecue, qui était quelque chose de très masculiniste. Alors, je ne sais pas exactement ces propos-là. Et ça avait été interprété par la droite comme étant effectivement une attaque. Ah oui, ok, parce que ok, et d'accord. après, voilà, c'était beaucoup le côté, nous emmerde avec sa vision genrée, la bouffe et les mecs et la viande, etc. Et c'était vrai, c'est la droite qui avait beaucoup réagi. Et en l'occurrence, et après, d'ailleurs, elle s'était défendue en disant mais j'ai rien contre le barbecue, mais c'était vraiment sur l'approche, côte de bœuf, truc de mec, quoi. Et elle n'a pas complètement tort sur le côté côte de bœuf, truc de mec, parce que quand on fait des enquêtes de consommation genrée, on se rend compte qu'il y a très peu de biais. Il y a un peu plus effectivement de charcuterie ou un peu plus de viande rouge consommée par les hommes, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que l'imaginaire, encore une fois, reste quand même très associé à un imaginaire masculin. Et ça, c'est ancré dans notre culture occidentale, c'est pas forcément le vrai partout. Pareil pour la culture du barbecue, c'est vrai que le barbecue, quoi qu'on fasse, on se rend compte que c'est des mecs qui le manipulent. Hein. Ouais, mais alors du coup, voilà, ma question, c'est est-ce que c'est plutôt lié au fait je suis l'homme, je fais le feu, ou c'est le côté viande rouge, côte de bœuf alors là, ce que mettait dans les propos de Sandrine Rousseau, c'était plutôt plus une attaque sur la viande rouge que sur le barbecue en tant que tel. Donc, j'aurais tendance à dire, bon, déjà, il faut se calmer, il faut arrêter de toujours vouloir politiser l'alimentation, ça c'est sûr. D'accord. Et en fait, c'est dommage parce que justement, l'alimentation, ça devrait être quelque chose qui dépasse ce type de clivage et qui réunit. Ça a été le cas dans beaucoup de cas de figure, de se dire au moins la table, c'est l'endroit où on devrait, dans l'idéal, se réconcilier. Alors parfois, c'est l'inverse, c'est là où on se met à se battre. Bon, mais voilà, donc essayons de dépolitiser un peu tout ça sans être non plus, sans se mettre des œillères. Et s'il y a effectivement des comportements à analyser et à faire évoluer, pourquoi pas. En l'occurrence, sur la viande, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un consensus absolu sur le fait que d'un point de vue aussi bien sanitaire qu'environnemental, il faut diminuer notre consommation de viande. Ça, c'est une vérité absolue. Et donc, à partir de là, est-ce que c'est un sujet de droite ou de gauche ? J'en sais rien, moi. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on trouve une manière. Et si la droite et la gauche pouvaient travailler ensemble là-dessus, ça serait une très bonne chose. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que cette question et ce thème, parce que des fois, il y a presque une approche un peu idéologique autour de la nourriture. Complètement. Moi, mon rêve, c'est d'un viandard et d'un vegan qui mangeraient tranquillement l'un à côté de l'autre.
et tout en discutant et en partageant leur point de vue, sans s'auto-juger, sans se dire c'est moi qui ai raison et puis toi t'es dans l'excès et puis bon bref on va pas rentrer dans les détails. Le but c'est pas mais on c'est en pas est pas là, partie, mais malheureusement. effectivement il y a presque une guerre de religion autour de l'alimentation là qui est en train de se faire. Il y a d'un côté les pros et d'autre côté les anti, et tout ça c'est on a besoin important. de cette espèce de clivage, de catégories, et c'est un peu dommage. Ouais, après, d'ailleurs, il faut être capable de réfléchir à ces questions-là. Mais bien sûr. Ça ouvre un thème aussi d'un futur podcast épisode que je vais enregistrer avec un Instagrammeur qui s'appelle Ripaille Ripaille de Grognard, voilà, Ok. qui lui met en avant le terroir, mais qui informe sur le terroir, sur l'histoire d'un produit, sur ces choses-là. Et moi j'ai envie de parler de ça parce qu'effectivement de rapprocher un thème, un podcast un peu sur la diététique, mais même sur la gourmandise, mais de se dire le terroir, oui, c'est pas que de l'excès de gras et de mecs qui picolent et qui sont que dans les excès. C'est aussi mettre en avant les bons produits pour justement ouvrir cette porte à se dire ok, je mange moins de viande, mais je mange de la viande de meilleure qualité, je me reconnecte à qui a produit cette viande, d'où elle vient, et certes elle sera plus chère, mais j'en consommerai moins, Oui, et c'est là où je rééquilibrerai mon alimentation. Faut savoir qu'avant on dit toujours à nos grands-parents ils mangeaient moins de viande parce que c'était cher en fait, et tout simplement ils en mangeaient pas tous les jours. Aujourd'hui on a accès à une viande médiocre à très bas prix et qu'on peut manger quasiment tous les jours, et c'est là où notre alimentation se déséquilibre, et c'est là que ça va créer des problèmes sur notre santé. Donc effectivement mettre un peu de nuance dans tout ça, essayer de rapprocher ces mondes-là, parce que je pense qu'il y a des vrais intérêts à faire ça. Prochaine question. Ah tiens, ouais, alors un objet culturel que t'adores et qui fait référence à la bouffe, ça peut être un livre, un tableau, une chanson, une série, un film. Un livre, forcément. Ouais. Mon livre de chevet, La physiologie du goût de Boya Savarin. Quoi. Ouais, tu le cites dans ton... c'est complètement incontournable. Je veux dire, on n'a rien écrit de mieux sur l'alimentation depuis 200 ans. Voilà, on devrait tous. Je suis d'ailleurs, c'est dommage qu'il ne soit pas partie des œuvres obligatoires à l'école. Ouais. Après, il ne faudrait pas non plus dégoûter les gens de Boya Savarin. C'est bien de leur laisser aussi le loisir de le découvrir. Mais voilà, pour moi, c'est 300 pages d'un régal absolu. Après, on peut critiquer certains passages, le style, etc. Mais voilà. Alors moi je le connais pas ce livre. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. Quelle est l'approche en fait de La physiologie du goût. Donc on fête les 200 ans cette année. Il est sorti en fin 1825, début 1826. Et c'est quand même. Alors, Boya Savarin était ce qu'on appelait un gastronome, mais en fait, il avait une fonction. Il était magistrat, donc c'était son métier. Mais à côté de ça, il a sorti cet ouvrage quelques semaines avant sa mort, qui résume en fait toute sa vie qu'il a passé à manger et à se passionner pour accueillir des gens et manger avec les gens. Et c'est un discours. C'est vraiment le haut sens gastronomique. C'est Boya Savarin qui a défini la gastronomie en langue française. C'est le premier à proposer une définition de la gastronomie comme connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça résume vraiment son livre. C'est tout un discours autour d'essayer de cet acte de non seulement de prendre plaisir à manger, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe quand on mange. Alors, malgré le titre, c'est pas un bouquin de science. C'est-à-dire c'est la science de quelqu'un qui n'est pas scientifique. C'est-à-dire qu'il il décortique, il explique, il exprime ce qu'il ressent. Et donc, il n'y a aucune valeur scientifique en termes de physiologie, mais c'est un témoignage extraordinaire sur ce qu'est l'acte de manger, ensemble, ou seul d'ailleurs. C'est un des premiers à utiliser, il invente aussi le mot osmasome pour décrire un peu cette sapidité de certains jus de viande. Et en fait, c'est un précurseur de l'umami. C'est-à-dire qu'un siècle avant qu'on découvre l'umami et les récepteurs au glutamate, etc., Boya Savarin a cette intuition, parce que c'est vraiment de l'intuition, de cette saveur un peu extraordinaire. Donc il y a quand même ça beaucoup. C'est vraiment, quand on lit aujourd'hui, c'est un ouvrage très moderne. D'accord. Il a été écrit il y a 200 ans. Donc c'est vraiment, il faut vraiment le lire. Ok. Super, on le lira. Et enfin, dernière question. Alors ça m'amuse toujours. Une croyance alimentaire que tu as pu avoir et tu t'en rendu compte ensuite que c'était en fait une énorme connerie. Alors, croyance alimentaire, c'est-à-dire que la nutrition est un domaine assez fascinant dans le sens que c'est une science très, très fragile parce qu'elle évolue très rapidement. Ouais. Et je fais toujours le comparatif parce que moi j'ai beaucoup enseigné en médecine dans ma jeunesse et j'enseignais la physique en médecine et puis en même temps après en master, quand je donnais des cours en master aussi, je donnais des cours d'épigénétique et nutrition. Et en fait c'est très simple, mes cours de physique de médecine, grosso modo on peut les baser sur des bouquins qui ont 200 ans, il n'y a pas de problème. Ouais.
cours d'épigénétique et nutrition aujourd'hui, si on n'a pas fait la biblio depuis 6 mois, on est à la ramasse. Hein. L'épigénétique, si tu veux l'épigénétique, expliquer à nos c'est la auditeurs. science qui permet de comprendre comment on passe du génotype au phénotype, c'est-à-dire grosso modo comment est-ce que notre environnement influence l'expression de nos gènes. Et notre environnement, ça inclut l'alimentation. Bien sûr. Et ça, tous les mois, il y a des découvertes là-dessus, comme sur le microbiote. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en nutrition, c'est le cas de figure. Et on voit, c'est intéressant en termes d'histoire, des sciences et aussi de sociologie, et à travers aussi l'approche politique, économique des discours alimentaires. Ça peut être perturbant pour les gens parce que, donc, moi, je vais prendre l'exemple du cholestérol. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je croyais comme tout le monde parce que j'avais lu des trucs des années 90, 2000 en disant attention, il ne faut pas manger de jaune d'œuf parce que ça les du œufs, cholestérol. voilà. Et tout le monde est gardé dans cette idée. Pourquoi parce que dans le jaune d'œuf, il y a du cholestérol. Ah bon. Et donc, si j'en mange, je vais avoir du cholestérol. Bon, ok. C'était la science de l'époque. Et puis maintenant, on se retrouve 20 ans plus tard, on dit on avait été un peu vite. Ça participe, c'est du cholestérol, mais c'est pas ça qui fait la différence. Et donc, manger des œufs, quoi. Voilà, parce que ça apporte plein d'autres choses. Alors on m'a dit des conneries. Alors c'est pas qu'on m'a dit des conneries, c'est qu'on a affiné. Oui, on a affiné. Et puis la science, c'est pas une vérité. La science n'est que le meilleur discours que l'on peut avoir à un moment donné. Donc c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à une question. Ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est dire que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter. Et il faut être bien sûr capable de changer cette réponse et de l'affiner, hein, et voire d'accepter de contredire sur tout un tas de choses qu'on va comprendre et dire on avait compris de travers et donc on corrige. Et il n'y a aucun mal à ça, la science se corrige en permanence. Donc effectivement, sur l'impact du cholestérol et le métabolisme du cholestérol, typiquement, c'est des choses que j'ai entendues et j'ai cru, et puis maintenant, bien sûr. Voilà. Mais c'est d'ailleurs l'approche scientifique, hein, c'est d'essayer de se contredire en permanence. Bien sûr. Et il y en a qui, moi je me souviens avoir entendu Einstein, il y a beaucoup de scientifiques qui essayent de contredire ces théories, et il y en a plein qui sont encore valables aujourd'hui. Bien sûr. Mais ça n'empêche pas, c'est pas pour ça que c'est gravé dans le marbre, on travaille toujours sur le sujet, et la science, c'est vraiment ça, parce qu'effectivement, quand on n'est pas dans le domaine scientifique, on a l'impression des fois que, qu'on n'a pas conscience de cette approche, qu'effectivement, c'est un scientifique qui le dit, donc certes, il faut écouter la science parce que c'est quand même c'est important, mais c'est avoir conscience aussi que la science évolue. Et encore une fois, les scientifiques de l'époque qui parlaient du cholestérol ne sont pas mauvais. C'est juste que c'est des sujets qui méritaient d'être approfondis. Il y a la technologie qui avance, qui permet de revoir un petit peu toutes ces théories et toutes ces conclusions. Mais c'est pas pour ça que celui qui a dit ça était une grosse bille. Bien sûr. Et puis au-delà de ça, il n'y a pas forcément toujours des consensus non plus. Hein. Bien sûr. La science qui se construit. En nutrition, c'est quand même un domaine très très riche en controverses, avec des scientifiques très honnêtes qui font leur travail, mais qui vont pas avoir le même discours sur le lait, par exemple, ou d'autres exemples comme ça. Et chaque discours de l'un et l'autre va être étayé par des données, par des résultats, mais qui vont se contredire, et puis ils vont se faire des opinions différentes. Alors c'est vrai que c'est perturbant, encore une fois, pour les personnes qui écoutent ça. Mais alors, je dois croire qui ? Exactement. Le lait, c'est un poison ou c'est essentiel, hein. Le sucre, il faut que je l'élimine totalement, ou je peux quand même en consommer, etc., etc. Et donc, encore une fois, on va revenir à une forme de discours qui doit être un peu mesuré et surtout être conscient des limites des approches de la nutrition, qui sont les limites de la science, et qui fait que on progresse, mais la connaissance absolue, on ne l'a pas. Et souvent en plus, je reprends cette étude du sucre et de la drogue, souvent en plus, il y a des pseudo-vulgarisateurs qui vont prendre des raccourcis pour essayer d'aller sur le biais qu'ils ont déjà, dire vous voyez, j'avais raison parce que l'étude, quand on la résume comme ça, mais des fois ils vont en oublier la partie la plus importante, où il va faire en sorte que ça abonde dans son sens et que ça confirme le biais qu'il pouvait avoir au départ. Donc c'est vrai que tout ça, c'est toujours plus facile de délivrer un message simple. Bien sûr. Parce que ça donne aussi une notion pour l'ego, une notion de savoir. Si on balance un message simple, on a l'impression que on est sans doute plus important et on est mieux entendu. Et parfois, non, il faut justement accepter d'être beaucoup plus dans la nuance et de faire l'effort nécessaire pour montrer justement... C'est tout le danger. Tout ce que nous, diététiciens, on dénonce, effectivement, c'est parce que on comprend pas des fois pourquoi une personne va écouter un coach Instagram. Je reprends toujours parce que c'est un terme. J'ai rien contre les coachs Instagram. Il y en a des très bons, mais c'est un peu le terme générique pour dire la personne qui n'a pas étudié la diététique et qui va s'approprier le domaine alimentaire, de se dire ça a marché sur moi, alors je vais donner le conseil à tout le monde. C'est ça. Nous, on essaye de mettre de la nuance, mais
pour mettre de la nuance et pour apporter de la preuve scientifique, des fois, faut employer des termes, un langage un petit peu soutenu et un petit peu particulier. Quand on parle tout à l'heure d'hormones, d'hypothalamus, de certaines parties enfin, tout ça, c'est quand même assez technique et ça peut être aussi un langage assez hermétique. Donc, il faut revulgariser tout ça, mais en montrant qu'on a des connaissances scientifiques sur le sujet. Donc, c'est vraiment assez compliqué. C'est d'ailleurs toute la raison pour laquelle je fais un podcast, parce que sur Instagram, on peut pas communiquer. On en vient tout de suite à des annonces un peu marketing publicitaire sans aucune nuance, et la personne qui va dire oui mais enfin t'as pas forcément raison parce que ça, elle aura raison de me dire ça, donc moi je peux pas être donc là on prend le temps de discuter, on prend le temps d'aborder plein de sujets, et c'est pour ça qu'un podcast, voilà, ça fait 1 heure qu'on discute, il faut mettre de la nuance, prendre le temps, c'est comme pour manger, faut prendre le exactement, temps de manger. Faut prendre le temps. En tout cas merci beaucoup Christophe encore une fois pour ta disponibilité. Alors moi j'aurais quand même souligné un truc qui m'a profondément profondément touché en fait, c'est que oui, alors moi je te disais tout à l'heure, j'ai lu ton livre, ça m'a vraiment intéressé, je me dis tiens, je vais en faire un podcast. Au moment où on enregistre le podcast, il est pas encore sorti. Je t'ai vu dans ma télé avec François-Régis Gaudry, je me dis du coup j'ai bien aimé le personnage, je me dis ce serait vraiment cool de l'avoir. Et du coup je te contacte, je t'envoie un message sur LinkedIn, tu me réponds super rapidement et vas-y go. Tu m'as même pas demandé, tu t'es peut-être renseigné de ton côté et t'as eu raison, mais tu m'as même pas dit, j'aimerais bien d'abord écouter un peu ton podcast, quand ça sortira. T'es venu comme ça, parler de ton livre, je t'ai envoyé un petit peu pour décrire un peu les coulisses, je t'ai envoyé la trame, il y a pas eu ça a été hyper naturel, et c'est vraiment appréciable d'avoir, parce que encore une fois, pour moi, t'es vraiment je souhaite vraiment recevoir des gens spécialisés et vraiment des gens importants dans leur domaine. Et pour moi, tu es quelqu'un d'important dans ce domaine-là. Et c'est vraiment un honneur d'un tout jeune podcasteur, d'un podcast qui n'est pas encore sorti, de t'avoir et d'avoir quelqu'un hyper sympa, ouvert et qui dit go tout de suite. C'est vraiment appréciable. Donc, vraiment, merci encore pour ça. Merci à toi. Et puis du coup chers auditeurs, merci à vous pour avoir écouté cet épisode, et puis je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Diète et Gourmand. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Diète et Gourmand, le podcast.